Bonjour à tous, je vais vous présenter le professeur Éric Viel, pour ceux qui ne le connaissent pas. Éric Viel est de formation anesthésiste, il est aujourd'hui médecin chargé de la douleur au CHU de Nîmes, professeur et chef de service. Il va nous présenter successivement deux topos, l'un sur les douleurs post-opératoires chroniques et l'autre sur la présentation d'un livret blanc de la douleur qui vient de paraître et qui a toutes les raisons de nous intéresser. Avant de lui laisser la parole, je vais vous demander, pour ceux qui ont des micros devant eux, d'éviter de les toucher, de les déplacer, car ils sont très fragiles. Je vous passe la parole. Oui, ok. Merci beaucoup. Je suis très heureux et très honoré d'être là. J'attendais d'être dans une grande salle pour dire et pour remercier Luc. Je trouve que vous avez fait un travail extraordinaire d'une part, et puis remercier Luc de m'avoir convié à venir ici, découvrir, parce que c'est la première fois de ma vie. Et alors pourquoi moi, j'en sais rien. Sûrement parce qu'on se connaît depuis une petite vingtaine d'années, je crois. On vient tous les deux d'un endroit qui s'appelait le Languedoc autrefois. Maintenant, on nous a affublés d'Occitanie pour nous marier à Midi-Pyrénées, mais bon, voilà. Merci Luc, merci pour tout, pour l'invitation, pour depuis dimanche, ces jours passés, etc. Merci beaucoup. Et je suis très honoré d'être parmi vous et d'aborder un sujet qui, j'allais dire, qui nous empoisonne la vie, sûrement pas, mais qui empoisonne la vie des malades. Je suis très heureux qu'il y ait un chirurgien comme modérateur. Ça, on pourra discuter cet aspect qui souvent n'est pas tout à fait compréhensible pour les malades. C'est-à-dire, d'un côté, un chirurgien va lui dire mon intervention s'est parfaitement bien déroulée, ce qui la plupart du temps est vrai, et pourtant j'ai mal. Alors ça, et souvent les patients l'attribuent au chirurgien, ils disent ouais, il m'a dit que, etc. Et tout le monde est bien mari, si je puis dire, de cette affaire, parce que le chirurgien est bien embêté. Je ne sais pas si vous êtes orthopédiste ou viscéraliste, vous êtes orthopédiste. La prothèse de hanche est parfaite, la prothèse de genou est parfaite, et le malade a mal. Soit il a mal à la cicatrice, soit il a mal dans certains mouvements, soit il a un enraidissement douloureux, par exemple. Et c'est la même chose en digestif ou dans d'autres pathologies. Et c'est peut-être quelque chose auquel on ne faisait pas très attention il y a quelques années et qui est venu sur le devant de la scène, mais pour une raison extrêmement simple. Toute la littérature nous raconte, toute la littérature épidémiologique nous raconte que selon le type de chirurgie, ça va de 10 à 40% des patients qui vont conserver des douleurs pendant plusieurs années. Il y a un exemple emblématique, c'est celui de la hernie inguinale. La cure de hernie inguinale, on dirait que c'est une chirurgie de surface, on va dire. J'ose pas dire une petite chirurgie parce que mes copains chirurgiens m'engueulent après. Petite chirurgie, ça n'existe pas. 10% dans la littérature, 8 à 10% des patients opérés d'une cure de hernie inguinale, que ce soit en open ou en cellio, vont conserver des douleurs de type neuropathique 8 à 10 ans plus tard dans le territoire d'une hernie inguinale, d'une hernie hypogastrique et du génitofémoral, donc cette zone très innervée. Bon, alors on me dirait 8 à 10%, c'est pas grand-chose. On opère, l'assurance maladie nous dit que chaque année, il y a 130 000 à 150 000 chirurgies pour cure de hernie inguinale. Si vous prenez 8% de 130 000, ça commence à faire. Et quand chez l'homme, ça s'associe en plus à des troubles de l'érection, etc., c'est vraiment une pathologie qui embête beaucoup les gens. D'ailleurs, j'ai commencé par regarder la presse grand public. Ça, c'est le Figaro. Bon, c'est pas mon journal préféré, mais quand même. Ces douleurs qui vous hantent longtemps après une intervention. Doctissimo, prévenir les douleurs chroniques post-op. Allô docteur. Vous savez, c'est tous ces sites chez le docteur Google qu'on retrouve. Prise en charge des douleurs post-op. Réalité biomédicale, etc., etc. On en trouve partout. Alors peut-être, comme toujours sur Internet, c'est un peu exagéré ou c'est tellement le vécu de certaines personnes. Donc on va essayer de voir quelle réalité. Mais la réalité, ça a débouché sur énormément de groupes de travail, d'études qui ont été lancées, sur l'idée d'abord de comprendre ce que c'était que ces douleurs, d'où ça sort, et ensuite d'essayer de les prévenir. Si vous regardez par exemple sur un moteur de recherche de bibliographie médicale, PubMed,
Vous voyez, c'est étonnant. Je n'ai fait que mettre épidémiologie chronique post-surgical pain, 14 187 références. J'ai fait ça il y a 3 semaines. Et rien que pour l'année 2021, plus de 800 références qui ne traitent que de l'épidémiologie des douleurs chroniques post-chirurgicales. Donc, incontestablement, il y a un problème. Il y a un problème qui est tel que, alors après j'arrêterai avec ces choses qui paraissent un peu arides, mais par exemple dans la nouvelle classification internationale des maladies, vous savez que tous les X années, il paraît une nouvelle classification, eh bien la douleur post-chirurgicale a été définie, acceptée, inclue comme une maladie à part entière dans l'ICD-11, c'est-à-dire la 11e version de la classification internationale des maladies. Et tout particulièrement, si on regarde cet autre article, eh bien, elle a été retenue avec des variantes, même des sous-paragraphes, post-chirurgie ou post-trauma. Fort bien. On va regarder d'un peu plus près. Si on regarde d'un peu plus près, vous voyez dans cet article, alors cet article, il a été fait par une, je pense, la plus grande vedette de la médicale de la douleur chronique post-chirurgicale. C'est un chirurgien digestif danois qui s'appelle Henrik Kellett, un type extraordinaire, j'ai entendu à de nombreuses reprises, et qui avait été le premier à tirer la sonnette d'alarme en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il dit dans cet édito, dans Lancet, hein, c'est pas rien. Il dit que la douleur aiguë post-opératoire est suivie d'une douleur persistante chez 10 à 50% des gens, des opérés. Donc, ce grand écart, 10-50%, ben, ça dépend du type de chirurgie. Alors, on se dit, oui, ça doit être des chirurgies très délabrantes, je ne sais pas, une DPC, une colectomie étendue, une thoraco. Non, non, il dit que c'est de la chirurgie de routine. Dans tous les blocs opératoires du monde, tous les jours, on a des cures de hernie inguinale, de la chirurgie du sein, de la chirurgie thoracique, des amputations, et même des pontages. Bon, des pontages, on en fait un peu moins, mais... Et il enfonce le clou, si je puis faire ce mauvais jeu de mots, cette douleur peut être sévère chez 2 à 10% des gens. Alors regardez, je vais en passer plusieurs comme ça, mais regardez ces chiffres en bas. Amputation, bon là on n'est pas étonné, on pense tous aux fantômes, aux douleurs de moignon. Incidence estimée de douleur chronique, 30 à 50%. Chirurgie du sein, pas uniquement les mastectomies, hein, les tumorectomies également. Et même la chirurgie dite esthétique du sein. Les thoracos, ok, et la thoracoscopie n'a rien changé au pourcentage, avec la surface qui est plus petite. La hernie, le pontage, et puis même des choses qui n'ont rien à voir avec une maladie, puisque c'est la césarienne. 10% des césariennes qui vont conserver des douleurs cicatricielles chroniques. Et on aurait pu rajouter sur ce tableau quelque chose qui a longtemps été nié, c'est les douleurs neuropathiques cicatricielles après épisiotomie. Et ça, on en voit plein aussi. Alors, vous voyez que c'est un vieux problème, hein, ce que j'ai mis là, une vieille histoire, un peu oubliée, puisque l'article date de 2006, mais j'ai 2017. Vous voyez, on reprend la même chose. Vous avez tous les types de chirurgie. On a même la chirurgie dentaire, là. Donc, vraiment, tout y passe et on ne retrouve jamais de pourcentage nul. Là, c'est un travail australien, donc plus près de chez vous que de chez moi, qui avait démontré qui avait rapporté ces chiffres. Mais si on avait bien regardé, si on avait bien lu avec précision et fait attention, dès 2000, Kellett, toujours lui, avait proposé ces chiffres énormes, énormes, de douleurs neuropathiques post-chirurgicales. Alors là, il définit les douleurs chroniques post-chirurgicales comme durant plus de 2 mois jusqu'à ou plus de 6 mois, ça dépend des trucs. Un travail canadien, même chose qui tirait la sonnette d'alarme. Et vous voyez que c'est banal, hein, hystérectomie, cholécystectomie, prothèse de hanche, prothèse de genou, chirurgie du sein, thoraco, travail canadien qui a été fait dans l'Ontario. Vous voyez que les chiffres sont extrêmement importants et on voit qu'il y a eu beaucoup de travail derrière avec un essai de trouver des facteurs prédictifs. Vous avez là une étude un pooling de 4 études, 628 participants, où on retrouve comme facteur de risque de conserver des douleurs à 12 mois, une chirurgie, une douleur pré-chirurgicale, l'anxiété chez l'enfant, l'anxiété chez l'adulte aussi, et chez l'enfant, il y a l'anxiété des parents, qui se transmet très bien aux enfants d'ailleurs, etc., etc. Donc des études, il y en a plein maintenant. On pourrait y passer la journée, il y en a plein qui montrent toute la même chose. Voilà.
compris ce travail qu'avait fait un de mes collègues dans le même hôpital, Joël Lermite, qui était d'essayer de définir quels étaient les patients qui étaient sur une mauvaise trajectoire douloureuse. Qu'est-ce qu'on entend par trajectoire? C'est très à la mode là, en ce moment sur les... C'est quel est le patient dont on n'a pas pris suffisamment en compte les antécédents et qu'on n'a pas placé d'emblée sous les modes d'analgésie efficaces. Et quand je dis mode d'analgésie, ce n'est pas que des médicaments, c'est beaucoup d'autres choses et c'est aussi une discussion sur les techniques chirurgicales avec nos collègues chirurgiens sur la meilleure façon de faire. Il y a des abords moins invasifs, plus invasifs, etc. Les chirurgiens apprécieront. Ce n'est pas vraiment mon métier, mais c'est vrai qu'on le sait que certaines... un labor antérieur pour une PTH est réputé. J'espère que le modérateur ne me contredira pas. Le labor antérieur est réputé moins délabrant et moins douloureux que l'abord à la fesse, comme ça pouvait se faire exclusivement par le passé. Là, un travail de mon copain Dominique Fletcher qui avait démontré, une étude européenne, qui avait démontré que les grands facteurs de risque, là où ça sortait le plus fréquemment, le risque de faire une douleur neuropathique post-chirurgicale, c'était beaucoup en ortho, hein, beaucoup en orthopédie, et l'existence d'une douleur préopératoire ou d'un traitement morphinique préopératoire. Alors ça faisait un peu l'effet d'une bombe chez les médecins de la douleur à un moment donné. Plus je noie mon malade de morphinique, plus il risque en préop, plus il risque de faire une douleur en post-op. Voilà, c'est ce qui sortait, on le voit sur ce tableau. Il sort l'orthopédie essentiellement et il sort l'existence d'une douleur chronique préopératoire. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Autre donnée, c'est la douleur post-opératoire insuffisamment traitée. Toujours dans le travail de Dominique Fletcher, il montrait qu'une journée avec une journée supplémentaire avec une douleur post-op non calmée, c'était 10% de patients qui allaient développer une douleur chronique. Puis si vous aimez la prospective, ça c'est un travail nord-américain paru dans Pain, donc un bon petit journal. En 2008, grosso modo aux États-Unis, 500 000 PTG. Juste un type d'intervention. 500 000 prothèses de genoux. Et ils avancent le chiffre de 75 000 patients qui vont conserver des douleurs chroniques. Et leur truc, c'est de dire que si on conserve le même pourcentage, la même incidence, eh bien en 2030, où ils estiment qu'ils poseront 3 500 000 PTG, compte tenu de l'évolution physique de la population, eh bien ils auraient, si ça se passe comme ça, ils fabriqueraient 500 000 douloureux chroniques. Mais on sait très bien ce que c'est qu'un patient qui va avoir une PTG. En général, ils sont douloureux avant, ce qui n'est évidemment pas le cas de tous les types de chirurgie. On se fait opérer de tas de choses non douloureuses, souvent quand même. Voilà, donc il y a une littérature abondante. Grosso modo, si vous pouvez tout, on peut dire entre 5 et 10%, même s'il y a de grands écarts parfois. Et on voit dans cette étude parue également dans Pain, par exemple, qu'il est important d'essayer de déterminer ce qu'on appelle les trajectoires douloureuses, ce qui risque de conduire le patient. Donc, il faut identifier les facteurs de risque. Je passe rapidement. Là, j'ai mis beaucoup de données de telle façon que si vous voulez vous y repencher après, vous aurez toutes les références. Et leur conclusion est de dire qu'il y a, si on creuse un peu lors de la consultation de chirurgie et lors de la consultation d'anesthésie, eh bien, il y a un certain nombre de facteurs qui doivent être pris en compte, un phénotype particulier, si vous voulez, qui doit permettre de prévenir les choses de façon plus efficace en mettant en place une prévention appropriée. Donc, c'est un sous-groupe chez lequel ils disent, par analogie avec ce qu'on dit en anesthésie pour le cœur et d'autres choses, il faudrait peut-être une préhabilitation. Vous savez, c'est l'inverse de réhabilitation. Préhabilitation analgésique. Pourquoi? Parce qu'on sait, je vous l'ai redit, on sait déterminer des facteurs de risque. Et ces facteurs de risque, il faut... Alors, les facteurs de risque, c'est quoi? C'est tous ceux qui vont créer une sensibilisation du système nerveux. Et on sait qu'une fois que cette sensibilisation s'est installée, il est assez compliqué de la traiter. On y arrive, hein, mais c'est un peu compliqué comme traitement. On en a un peu parlé tout à l'heure. L'idée, c'est quand même, est-ce qu'on peut la prévenir? Alors, il y a des études à peu près sur tout. Les anti-inflammatoires, les corticoïdes, ça ne marche pas. Les anesthésies loco-régionales, il y a des choses intéressantes, manifestement. Protoxyde d'azote,
Oui, ça marche, mais pas longtemps. La kétamine, probablement. La kétamine, pourquoi? Parce qu'elle prévient la sensibilisation d'une partie des récepteurs à compte postérieur. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sont anesthésistes, là, si vous vous souvenez que les recommandations de l'ASFA sont d'associer toujours à l'induction anesthésique une faible dose de kétamine, qui n'est pas une dose anesthésique, qui est une dose analgésique. Et puis, il y a les alpha-2 agonistes, la clonidine et la dexmédetomidine, qui peuvent aider. En fait, ce qu'il faut regarder, et je vous recommande cet article qui est assez récent, il a un an, un peu plus d'un an, très intéressant, très documenté, une biblio énorme, qui montre qu'en fait, les facteurs, il y a des facteurs pré, per, post-opératoires qui permettent d'expliquer les choses. Alors, j'aime bien l'illustrer parce que c'est de mon âge. Hein. Il y a un film qui m'avait passionné à l'époque, mais je suppose que certains d'entre vous le connaissent, c'est Le Bon, la Brute, le Truand. Il faut chercher de ces trois côtés ce qui peut éventuellement être fait comme prévention. Bon, là, je vais faire un sondage dans la salle. Le bon, le patient, vous êtes d'accord? La brute, excusez-moi, mon cher modérateur. Je m'en doute, mais c'était fait exprès. Le chirurgien, mais parce que c'est lui qui tient le couteau, il tient l'agent vulnérant. Et puis le truand, l'anesthésiste. Mais qu'avec avec toute ma pharmacopée d'anesthésie, je peux tout masquer. Hein. Je peux tout cacher, temporairement. Donc on va les prendre un par un, le bon, la brute, le truand, etc. Alors du côté du patient, ce qui est intéressant, c'est, personne ne va le nier, il y a le terrain, j'aime pas psychologique moi, on va dire psychique, le statut psychique. C'est pas pareil si on a des antécédents de chirurgie ou pas. Si c'est comme moi qui n'ai jamais été opéré de ma vie, moi je vois l'aiguille, je crie. Quelqu'un qui a déjà été opéré une dizaine de fois, c'est une autre façon. Il y a l'existence d'une douleur ou d'une hyperalgésie pré-op, et on verra qu'il y a des facteurs de risque d'hyperalgésie. Il y a la chirurgie, évidemment. Tout ça va concourir. La chirurgie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut créer des lésions nerveuses. Bon, elle ne coupe pas les nerfs, hein, mais on sectionne forcément des filets nerveux, des fibres nerveuses dès qu'on met le couteau. Il y a la réaction inflammatoire, il y a l'hyperalgésie. C'est tout ça qui va concourir à la douleur chronique post-chirurgicale. Dans certains pays d'ailleurs, notamment aux États-Unis, si vous regardez le site de la Société américaine d'anesthésie, ils vous disent que le patient doit être prévenu de cette complication possible. Alors évidemment, on est aux États-Unis. Hein. Vous savez que si aux États-Unis, ça ne pardonne pas. Si vous n'avez pas prévenu le malade de tout, il vous attaque, il gagne après. Hein. C'est un peu différent chez nous. La législation nous dit que le malade doit être informé de tous les risques possibles, mais je ne suis pas sûr qu'on fasse la liste à chaque fois hein, pour obtenir le consentement éclairé du malade. Moi, je me rappelle avoir fait un topo il y a de nombreuses années qui évoquait ce sujet. Le président de séance était un orthopédiste qui était le président du Conseil de l'Ordre à l'époque, un type qui s'appelait Glorion, qui m'avait coupé au milieu pour me dire, monsieur, si je commence à dire à mes patients qu'ils risquent d'avoir mal en post-opératoire, ils ne viendront plus se faire opérer. Ah oui, mais... Bon, j'étais timide à l'époque, hein, je ne suis pas rentré dedans, mais ça serait maintenant, je dirais mon pote, il faut que tu leur dises avant, hein, quand même. Aux États-Unis, c'est obligatoire. Et puis, l'existence d'une douleur chronique, c'est ça la clé souvent, l'existence d'une douleur chronique chez le malade. Là, c'est un travail allemand qui est intéressant à plusieurs égards, mais notamment parce que ce sont des patients qui vont avoir une prostatectomie. Souvent, quand on va se faire opérer de la prostate, c'est pas, les malades ne viennent pas dans un état de douleur, sauf s'ils font des rétentions d'urine, mais c'est pas ça. Mais ce sont des malades chez qui on va chercher s'il y a une autre raison d'avoir des douleurs chroniques. Par exemple, on va dire que c'est du même âge, s'ils ont des douleurs arthrosiques, des douleurs articulaires à droite, à gauche. Eh bien oui, c'est ce qui sort comme facteur de risque. Le malade, après une prostatectomie, risque de faire des douleurs chroniques au site opératoire, enfin sur la cicatrice, également, s'il a un passé de douloureux chroniques qui n'a rien à voir avec sa prostate. Et ils ont refait la même étude sur les néphrectomies, même chose, même résultat, même constat. Il y en a plein, hein. J'en ai pris une troisième pour la détailler un peu, parce que je trouve que c'est facile à faire et c'est intéressant. C'est un travail qui est paru dans le British sur des femmes qui allaient avoir une hystérectomie.
Donc, c'est un collectif de patientes qui est, bon, qui est pas négligeable, hein. Il y a donc des patientes chez qui on va tester avant l'intervention s'il y a une allodynie sur la paroi abdominale, facile à la brosse, là au pinceau, s'il y a une hyperalgésie à la piqûre, et on va également mesurer le déclenchement, le seuil de déclenchement d'une douleur à la pression avec un dynamomètre sur la paroi abdominale. Même chose sur la paroi vaginale. Super. Et puis ensuite, elles vont avoir leur hystérectomie. Et puis, elles vont être testées le premier jour, puis la première semaine, puis 4 mois après. Résultat, 51% des patientes avaient des douleurs avant l'hystérectomie et 17% vont les conserver avant 4 mois. Qu'est-ce qui sort comme facteur de risque qui aurait permis de dire, ben voilà, celles-là, elles vont faire une douleur chronique, ces patientes-là, et ben c'est l'existence d'une allodynie à la brosse en préopératoire. C'est quand même facile lors d'une consultation, en l'occurrence gynéco. Il faut un quart de demi-seconde pour passer une brosse sur l'aire douloureuse. Alors à chaque fois que je dis à la consultation d'anesthésie, mes collègues anesthésistes disent c'est pas moi de faire ça. Ouais, enfin bon, il faut bien que quelqu'un le fasse quand même. C'est pas ça le sujet. Voilà. Et puis il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le fait que les malades aient un traitement morphinique préopératoire. Et ça, c'était pas évident pour des gens de ma génération médicale, où, vous savez, on a tous appris la palier 1, palier 2, palier 3. Ah là là, les antalgiques les plus puissants qui sont un facteur de risque de créer des douleurs. Ça, alors, ça, on le doit à des travaux expérimentaux de Guy Simonet à Bordeaux en particulier, qui ont démontré que la consommation chronique de fortes doses de morphinique crée de la douleur, enfin de l'hyperalgésie. Ça revient même pour le malade, ça fait mal, hein. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça agit sur l'expression de l'ADN. Enfin, ça nous entraînerait trop loin ce matin. Mais bref, on sait que c'est un facteur de risque important. Voilà, le chirurgien. Alors, ça, je ne suis pas très compétent, évidemment, mais notre collègue modérateur nous dira. Bon, il y a 3 grands modèles pour les douleurs chroniques post-chirurgicales. La chirurgie thoracique, on sait, la chirurgie du sein, y compris la chirurgie dite esthétique ou cosmétique, les prothèses, et puis la cure de hernie inguinale, mais ça, c'est pas ordre de fréquence, parce que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est énorme. Ce qui est amusant quand même quand on regarde la littérature un peu ancienne, ça c'est un article pas trop ancien, mais qui fait référence, si vous regardez en haut à gauche, à ce que disaient déjà des chirurgiens militaires nord-américains pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1944. Ils avaient fait une communication pour dire que chez des patients qui avaient eu un trauma, donc un trauma balistique du thorax, certains, bien qu'ils aient été réparés, conservaient des douleurs neuropathiques de paroi. Et concluait-il, c'était assez embêtant parce qu'ils ne pouvaient pas reprendre le travail. Le travail consistant à retourner se faire tuer. Mais déjà, ici, et il disait qu'il faudrait faire attention aux nerfs. Peut-être quand on ferme en particulier la paroi thoracique. 44, hein. Mais comme disait André Gide, on parle, mais il faut sans cesse répéter la même chose parce qu'on oublie tout ce qui a été dit. Et on voit bien dans d'autres études, par exemple, que c'est extrêmement fréquent, même sur des sites. Là, c'est toujours en thoraco pour des pontages, mais il montrait que les douleurs neuropathiques, ce n'était pas uniquement sur la sternotomie, c'était aussi à l'endroit où on a prélevé le greffon veineux. Puis la thoracoscopie, elle n'a pas forcément changé tout. Et on voit que ça dépend beaucoup de la voie d'abord, par exemple, dans cet exemple. On voit, par exemple, la voie d'abord sur le sternum, là, vous voyez le chiffre sur le manubrium, est beaucoup moins élevé que la voie antérolatérale, 90% de risque de douleur neuropathique sévère, etc., etc. Donc voilà, il y a du travail, une grosse littérature chirurgicale là-dessus aussi. Par exemple, toujours sur les thoracos, une équipe qui a publié dans Chest, grand journal, et qui montre, monsieur de la Palisse aurait pu le dire aussi, mais il faut le démontrer, que si on écarte les fibres musculaires au lieu de les sectionner, il y a moins de risques. Voilà, en thoracoscopie, on est déçu parce que ça ne fait pas moins. Ça fait juste sur des petites surfaces, puisqu'on a des douleurs neuropathiques sur les orifices d'introduction de la caméra, de l'optique, et des trocars, par exemple, etc., etc. Bon, il y a du travail. Ça, vous connaissez, le fameux syndrome douloureux post-mastectomie, dont on parle depuis des décennies et des décennies. Si vous regardez le territoire dans lequel ça se passe, qui est destiné ici, c'est le territoire du nerf intercostobrachial. Mais ça aussi, c'est un problème technique chirurgical à réfléchir quand nos collègues gynécos
font des curages ganglionnaires axillaires. Eh bien, vous voyez ce petit tableau là à droite comparatif. On voit que si la technique commence par isoler le nerf intergrossobrachial, le mettre sur un lac pendant qu'on fait son curage ganglionnaire, eh bien, on réduit de façon significative par rapport au patient, à la patiente chez qui on va pas aller spécialement isoler, identifier le nerf intergrossobrachial. Vous avez sûrement vu ces patients-là, c'est exactement ce territoire sur lequel ils ont des douleurs, une hypoesthésie, etc., etc. Voilà. Après, il y a de très nombreux, je reste dans le thorax parce que c'est un peu emblématique de ces douleurs, qui discutent de la technique de fermeture. Par exemple, vous voyez ce schéma ici, selon la façon dont le thorax va être fermé, eh bien, vous aurez un risque plus important de... Donc, on voit bien que c'est une discussion pluridisciplinaire, ça se discute. Bon, je sais bien que les chirurgiens n'aiment pas que quelqu'un vienne discuter de leur technique chirurgicale, surtout quand, comme moi, on n'y connaît rien. Mais quand même, de leur apporter les chiffres pour dire voilà ce qu'on voit quand même. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de réfléchir? Là, c'est la même chose, c'est un autre article espagnol qui dit à peu près la même chose. Bon, voilà pour l'aspect chirurgical. Il y a même dans un journal qui s'appelle Hernia, et oui, ça existe, qui discute de hernie tous les 2 mois. Il y a même une discussion, est-ce que je fais avec tel fil, tel type de point, tel machin, etc. etc. Est-ce que je couds plutôt que d'agrafer? Bref, il y a des choses très intéressantes. Donc, on a la chirurgie d'un côté qui va créer une réaction inflammatoire, et puis il y a nos fameux opioïdes. Alors ça, c'est plutôt pour ma paroisse, si on peut dire, c'est-à-dire pour l'anesthésiste qui va manier et prescrire ces opioïdes. Voilà par exemple. Un autre exemple, avant de revenir aux opioïdes, voilà un autre exemple, la prise de greffon iliaque pour une arthrodèse. Ça, c'était une patiente qui avait une arthrodèse de cheville. J'avais partagé avec ma collègue Valéria Martinez, puisque la patiente avait changé de région. Vous savez que le grand risque, c'est d'aller abîmer le nerf cutané latéral de la cuisse, qui passe juste sous l'épine iliaque antéro-supérieure. Et donc là, il y a un double risque de léser un nerf, et puis il y a la cicatrice elle-même. Alors c'était quand même... il avait pris un gros morceau quand même. Hein. Ça fait plus morsure de chien que... Ouais, même l'orthopédiste est d'accord. Hein. Donc, voilà. Ça, là, c'est... Voilà. Bon, bref. Ben, par exemple, sur le prélèvement de greffon iliaque, on sait, il y a plein de papiers là-dessus, on sait que si pendant 48 heures ensuite, on va perfuser, on met un cathéter, on perfuse le site de prélèvement pendant 48 heures, eh bien, avec l'anesthésique locale, on diminue de façon significative le risque de développer une douleur neuropathique post-chirurgicale. Ça a été démontré sur des choses simples. Hein. Moi, je me rappelle, j'ai fait de l'anesthésie en ortho longtemps sur la technique de greffon sur le scaphoïde, sur les fractures du scaphoïde. Ça s'appelait le matyrus, hein, je crois, si je me trompe. Ben, les malades, souvent, dire non, j'ai pas mal à ma main, là, mais j'ai mal là où il m'a pris un morceau d'os. Voilà, ça a été montré aussi dans les arthrodèses rachidiennes, quand on va prendre un morceau quand on prenait, ça se fait plus comme ça. Voilà. Bon. Allez, on rentre l'anesthésiste, comme ça j'arrêterai de dire du mal des autres. Les opiacés. Les opiacés, c'est un vrai problème qui rentre en synergie avec l'inflammation post-chirurgicale pour une raison très simple et qui avait été démontrée il y a déjà de nombreuses années. Ça, ce sont des patients qui vont avoir une laparo. Et alors, si vous n'êtes pas familier des morphiniques, le rémifentanil, c'est commercialisé sous le nom d'Ultiva, c'est un morphinique vraiment utilisé en anesthésie. Il y a des patients qui vont avoir une faible dose, donc c'est en noir prononcé, et en gris, ils vont avoir une forte dose, 8 fois plus quand même. Et on mesure sur la cicatrice ensuite l'étendue d'hyperalgésie. Vous savez, cette zone péricicatricielle qui est douloureuse. Et alors, ça ne va pas du tout, parce que c'est ceux qui ont la forte dose qui vont développer plus de douleurs chroniques, neuropathiques chroniques. Ça, c'est bien embêtant. Ils vont faire la même chose sur une thyroïde, et ils vont même mesurer l'hyperalgésie à distance, sur une thyroïdectomie. Ils vont aller mesurer à l'avant-bras. Ils vont faire les tests d'hyperalgésie, ils vont d'hypersensibilité, ils vont retrouver le fait que ceux qui ont reçu la forte dose développent plus d'hyperalgésie.
Et puis, comme on dispose d'un médicament qui est réputé renverser les mécanismes de l'hyperalgésie, c'est la kétamine. Troisième étude, on reprend les laparotomies et on fait 3 groupes. Petite dose, grosse dose et grosse dose plus kétamine. Kétamine, petite dose. Résultat, grosse dose plus kétamine, ça fait comme la petite dose, c'est-à-dire ça crée moins d'hyperalgésie. Donc la démonstration a été faite, l'opioïde y est pour quelque chose. Alors ça s'explique, hein, puisqu'on sait si on va... Ça c'est un petit schéma de la cône postérieure de la moelle. On sait que quand l'influx nociceptif arrive, on libère des neuromédiateurs, l'acide glutamique par exemple, qui va aller stimuler le récepteur NMDA, celui qui est bloqué par la kétamine. Quand on fait des morphiniques, ben on sait qu'il y a des récepteurs présynaptiques qui vont bloquer la libération de l'acide glutamique. Mais manque de bol, il y a des récepteurs postsynaptiques ensuite qui vont avoir un effet inverse. Donc plus vous faites de morphinique, c'est le travail de Guy Simonet et son équipe qui avait fait ça, Cyril Riva, plus vous faites de morphinique et surtout de façon prolongée, plus vous risquez d'entraîner, alors même qu'il n'y a plus de libération d'acide glutamique, le récepteur NMDA est en permanence sollicité, excité, et on produit de la douleur qui devient une maladie à part entière. Voilà. Donc, c'est un peu plus compliqué que j'ai mal, je donne des morphiniques. Et ce schéma montre que ben voilà, vous donnez morphinique, partie gauche du diagramme, vous inhibez, vous calmez la douleur, tombe bien, c'est ce qu'on veut faire, effet à court terme. Par contre, vous enclenchez le système des protéines kinases qui va lui faciliter, créer de l'hyperalgésie, donc de la douleur. Et puis, évidemment, le réflexe pavlovien de l'anesthésiste est de dire, ben, puisqu'il échappe à ma petite dose de morphinique, je monte la dose. Et comme il échappe encore, ben, je vais encore la monter. Et je vais fabriquer de la douleur. Et on se dit, eh ben, il est intolérant, ou il est tolérant plutôt, pardon. C'était un mot qu'on employait beaucoup. Il fait une tachyphylaxie, pour employer des grands mots. Voilà. Et puis, ben, il y a les études cliniques. Hein. Par exemple, c'est un des premiers, un travail israélien, qui avait montré que le malade qu'on n'arrivait pas à calmer, il y avait quand même 1000 patients inclus dans leur étude, qu'on n'arrivait pas à calmer avec des doses habituelles, voire majorées de morphinique, pouvaient très bien être réversés, leur douleur, si on associait la kétamine. Voilà. Donc ça, très intéressant. On a cherché d'autres, ça c'est un travail lillois, on a cherché s'il y avait d'autres facteurs, d'autres médicaments utilisables, notamment le neurontin, la gabapentine. Ça ne change rien au post-op immédiat, ça semble améliorer les choses en termes de risque de développer des douleurs chroniques post-op. En fait, nos collègues belges, en particulier l'équipe de Marc Decoq, a beaucoup travaillé sur un modèle, c'était le modèle de l'aparo-xyphopubienne, où ils ont essayé de démontrer comment on pouvait réduire le risque. Première chose qui avait été démontrée, c'est que plus la surface d'hyperalgésie autour de la cicatrice est étendue, vous savez, quand vous examinez le malade là, au premier pansement, il y a la cicatrice qui fait mal, évidemment, et puis il y a toute une zone plus sensible autour. C'est ça, la zone d'hyperalgésie. Eh bien, plus cette surface est étendue en post-op immédiat, plus le patient risque de faire une douleur chronique. Ils ont fait un travail extraordinaire, c'est-à-dire que vous voyez la zone ici en pointillé qui permet de... Oui, ah mais si j'ai un pointeur. Vous voyez la zone cicatricielle, puis la zone en pointillé ici d'hyperalgésie. Ils vont mesurer et calibrer l'hyperalgésie avec un dynamomètre ou avec les filaments de Von Frey, et ils vont regarder. Et puis il y a plusieurs groupes de malades, ceux qui reçoivent les morphiniques, ceux qui reçoivent une péridurale, ceux qui reçoivent la kétamine, et ils vont faire plusieurs groupes comme ça, je la fais courte, et ce qui s'était jamais fait, ils vont suivre leurs patients jusqu'à 1 an en post-opératoire. Qu'est-ce qu'ils vont démontrer? Ils vont démontrer que le groupe qui ne développera pas de douleur en post-opératoire, c'est des colectomies. Eh bien, il n'y a pas de cellulose à ce moment-là, en tout cas pas couramment. Eh bien, ce sont ceux qui ont reçu l'analgésie de qualité. On sait que la péridurale post-op est, dans ce cas-là, sur xyphopubienne, un bon moyen, plus la kétamine, c'est-à-dire la prévention de l'hyperalgésie. C'était la première grande démonstration. Ça a débouché après sur ce que les anesthésistes appellent OFA, c'est-à-dire opioid free anesthesia. C'est un concept, bon après, il y a les ayatollahs de l'OFA. OFA, ça veut dire opioid free anesthesia, ça ne veut pas dire opioid free analgésia.
Je ne dis pas qu'il faut tout jeter, il ne faut pas jeter tous les opiacés. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais il faut être prudent, il faut savoir utiliser les blocs locaux régionaux. La plupart des chirurgiens digestifs, par exemple, maintenant infitent leurs parois avant de partir, etc., etc. Et puis il y a des tas de modes d'anesthésie, anesthésie loco-régionale, les blocs analgésiques. On peut très bien avoir une anesthésie générale et des blocs analgésiques, etc., etc. Ça se voit beaucoup dans le sein, la chirurgie du sein, les PEC blocs ont tout changé, etc., etc. Et puis, il faut bien voir, on a des études épidémiologiques, en particulier nord-américaines, qui changent de nos habitudes à nous, mais parce qu'ils ont des façons de faire qui sont curieuses quand même. Là, c'est une grosse étude, 40 000 patients répertoriés qui vont avoir de la chirurgie cardiaque, thoracique, abdominale ou pelvienne. Quand même, 50% des opérés aux États-Unis sortent avec des morphiniques. Ce n'est pas tout à fait nos pratiques. À 90 jours, 3 mois, il y en a encore 3% sous morphinique. C'est quand même pas rien. Et on identifie des facteurs de risque. C'est surtout des gens jeunes. Il y a des facteurs sociaux particuliers. L'existence de comorbidités ou de certains traitements préopératoires. Puis il y a des facteurs de risque chirurgicaux. En chirurgie thoracique, c'est plus fréquent. En chirurgie gynécologique majeure également. Voilà. Et il y a la chirurgie cardiaque en prime. Voilà, des choses comme ça, il y en a quelques-unes, mais certes, ça s'éloigne de nos pratiques. Là, c'est encore un travail nord-américain qui montre que la consommation de morphinique prolongée, regardez, 6% des patients, 150 jours après la chirurgie, ont encore des morphiniques. 150 jours. Comment voulez-vous? D'abord, ça donne du travail à nos collègues addictologues, mais voilà. Et puis comme ça, il y a plein d'articles que vous retrouverez qui le démontrent de façon très, très importante. Voilà. Là, c'est même un travail, c'est très, très récent, une comparaison entre ce qui se passe dans les États nord-américains, États-Unis, Canada, rouge et bleu, et en vert en Suède. Vous voyez que la prescription de morphinique n'a rien à voir dans les contrées nord-américaines dans les contrées plus européennes. Vous voyez même sur un ménisque, aux États-Unis, 80% des patients ont des gaines à morphinique. Hein. Donc c'est quand même, voilà. Donc, vous savez qu'il y a la crise des opiacés aux États-Unis. Bon, c'est pas le sujet non plus. Mais on voit bien qu'il y a un vrai problème dans le maniement des antalgiques dans certaines comparaisons, dans certaines contrées, pardon. Vous voyez, même chez les dentistes, pour la chirurgie dentaire simple, on voit bien, vous avez en noir ce que prescrivent aux États-Unis et en bleu les Anglais, qui sont plus des Européens, 52e État des États-Unis. Vous voyez quand même qu'ils ont des habitudes différentes et que ce sont les Américains qui dégainent les morphiniques forts. Voilà. Hop. Là, on est coincé. Non, on n'est pas coincé. Voilà. Et ça débouche sur, peut-être vous avez entendu ce terme qui est devenu très à la mode depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est les douleurs nociplastiques. Ce n'est pas neuropathique. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est la sensibilisation du système nerveux central, l'altération des processus d'intégration de la douleur, la nociception. Voilà. Et donc, on sait que la douleur préop, je le redis, et les morphiniques, il y a beaucoup de choses à voir. Je passe vite. Il y a toute une littérature là-dessus que je vous ai répertoriée et que vous trouverez. Voilà. Donc, l'idée que je voulais développer ce matin, c'était de dire qu'il y a des moyens de dépister le risque et donc de rendre service aux patients en mettant en place les mesures appropriées, qui, encore une fois, c'est savoir qui est à risque, comment on peut essayer de le prévenir, il faut les suivre, et comment le chirurgien éventuellement peut réfléchir sur sa technique, modifier quelques habitudes parfois. Hein. Donc, il faut réfléchir en termes de trajectoire douloureuse, réduire l'utilisation périopératoire des opioïdes. Ça ne veut pas dire pas du tout, réduire. Prévenir la sensibilisation, on a la kétamine, on a les anesthésiques locaux. La vapantinoïde, ce n'est pas gagné. Discuter des techniques probablement avec les chirurgiens, mais pas discuter malade par malade, discuter en général Mais il y a de plus en plus de chirurgiens qui s'intéressent à la douleur post-chirurgicale. On n'est plus 30 ans en arrière. Hein. Voilà. Et informer les patients, parce qu'il n'y a rien de pire que leur dire ma chirurgie a très très bien marché, je ne peux plus rien pour vous. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je vois ça. Un peu provocateur, un article anglais
Il dit, est-ce que finalement, on demande vraiment le consentement au patient? Si on ne donne pas toute l'info au patient, est-ce que son consentement est valide, éthiquement? Puisque je ne lui ai pas tout dit. Il m'a dit, oui, ok, allez, opérez-moi vite, là. Est-ce que je lui ai, comme je ne lui ai pas tout dit, est-ce que éthiquement, ça tient la route? En plus, c'est une attitude qui est quand même dommageable parce que le malade, au lieu de venir 3 mois après, il va venir vous dire 3 ans après qu'il a mal. J'aime bien ça, c'est un sociologue qui a récemment disparu, qui dit bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets. Là, il y a une vraie chose à réfléchir. Donc voilà, on connaît les mécanismes, donc il faut s'y pencher. On sait que c'est devenu pas un fléau, mais que c'est devenu tellement fréquent. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Le bobologue vous remercie. Et j'aime bien montrer cette lecture qui est vraiment presque un livre de chevet. Vous pourriez le prendre, c'est même amusant. Ça s'appelle Décision absurde, je vous le recommande. C'est comment je sais que ça va arriver, mais je continue à accélérer. Je vois le mur, mais je continue à accélérer. Il y a plein d'exemples dans le milieu médical, mais il y a plein d'autres exemples. Par exemple, pourquoi je fais la Coupe du monde de foot au Qatar alors qu'il n'y a pas de championnat au Qatar, qu'il fait très très chaud et que les stades ne serviront à rien après, mais ça fait rien, j'y vais quand même. Voilà, je vous remercie.